Comment des combats rituels apparus en Italie dans les rites funéraires étrusques sont-ils devenus l'un des divertissements les plus populaires de la Rome antique? D'un simple rite privé à un spectacle grandiose dans les arènes comme le Colisée, les jeux de gladiateurs se sont imposés comme un outil politique puissant pour les élites et les empereurs. Découvrez dans cette vidéo comment la gladiature a façonné la société romaine et captivé l'imaginaire collectif à travers les siècles. Bon visionnage. Dans la Rome antique, le recrutement des gladiateurs et la diversité de leurs types et équipements reflètent un système fascinant, complexe et impitoyable qui alimentait le spectacle central de la gladiature. Ce monde des gladiateurs attirait un éventail de personnages divers, des esclaves condamnés au combat, aux hommes libres motivés par l'espoir de gloire et de récompense malgré les immenses risques encourus. Les origines de la gladiature remontent probablement aux Étrusques, un peuple de l'Italie pré-romaine où les combats de guerriers semblent avoir été associés à des rites funéraires. Chez les Étrusques, ces affrontements avaient pour but d'honorer les morts en offrant le sang versé des combattants comme un sacrifice. L'idée était que ce sang versé lors de combats rituels accompagnerait symboliquement l'âme du défunt dans son passage vers l'au-delà. Ces rites funéraires étaient alors perçus comme un moyen de renforcer le lien entre le monde des vivants et celui des morts. En adoptant cette pratique, les Romains en modifièrent la signification pour en faire un divertissement public, transformant peu à peu ces rituels en combats de gladiateurs organisés dans les arènes. Ainsi, ce qui était un acte sacré pour les Étrusques évolua sous la République romaine, prenant la forme de jeux destinés à divertir les foules et à renforcer la notoriété des élites qui les finançaient. Les recrues étaient souvent issus des catégories sociales les plus basses, en particulier parmi les esclaves et les criminels. Nombre de gladiateurs étaient d'abord des prisonniers de guerre condamnés à combattre pour divertir le public et parfois pour expier leurs propres fautes. Les esclaves par nature, dépossédés de tout droit, n'avaient aucun choix. Ils étaient vendus et formés pour se battre dans l'arène comme une simple marchandise. Quant aux criminels, leur peine pouvait inclure des combats dans l'arène, transformant la gladiature en une sentence de mort différée où seuls les plus aptes survivaient. Cependant, la gladiature ne se limitait pas aux esclaves et aux condamnés. Paradoxalement, certains hommes libres, motivés par la perspective de gains matériels, de reconnaissance et d'aventures exaltantes, se portaient volontaires pour embrasser ce mode de vie. Ces volontaires, souvent endettés ou marginalisés, voyaient dans la carrière de gladiateur un moyen de sortir de leurs conditions misérables ou de redonner un sens à leur vie. Certains étaient même des citoyens romains en quête de frissons et de renommée. Le statut de gladiateur leur offrait, malgré le mépris associé à cette profession, une opportunité d'atteindre une forme de célébrité populaire. Un gladiateur victorieux, même s'il restait techniquement un paria, pouvait jouir d'une certaine notoriété de la même manière que des champions sportifs aujourd'hui. Le monde des gladiateurs était structuré autour de plusieurs types distincts, chacun possédant un équipement et un style de combat spécifique. Chaque type incarnait une approche différente du combat, conférant au duel un aspect théâtral qui plaisait au public romain. Parmi les classes principales, on trouve les myrmillons, les rhétières, les thraces et les samnites. Ces catégories représentaient diverses régions, cultures ou traditions de combat, même si certaines étaient avec le temps davantage inspirées par le spectacle que par la réalité historique. Les myrmillons étaient l'une des classes les plus connues. Équipés d'un casque imposant, souvent orné d'un poisson, ils portaient un bouclier rectangulaire lourd, similaire à celui des légionnaires romains, et une épée courte appelée gladius. Leur armure couvrait généralement une partie du bras et de la jambe gauche, laissant le reste du corps relativement exposé. Cette apparence massive et leur style de combat, combinant défense et attaque, les rendaient redoutables. Les rhétières, quant à eux, avaient un équipement plus léger, qui offrait un contraste frappant avec les myrmillons. Inspirés par les pêcheurs, ils portaient un filet, un trident et un poignard. Leur tactique consistait à rester à distance, jetant leur filet pour entraver leur adversaire et ensuite l'attaquer à l'aide de leur trident. Ils portaient peu d'armure, mis à part une protection sur le bras gauche et parfois une épaulière pour bloquer les coups. Ce manque d'armure leur permettait une agilité accrue, un atout essentiel pour éviter les attaques de leurs adversaires lourdement armés. Les Thraces, quant à eux, autre catégorie de gladiateurs, étaient inspirés des combattants originaires de Thrace, une région située dans le nord des Balkans.
Les gladiateurs thraces étaient reconnaissables par leurs petits boucliers ronds ou carrés appelés parma et par leurs casques décorés de plumes. Leur arme principale était la sika, une épée courte et courbée, idéale pour des attaques rapides et précises, surtout lors des combats rapprochés. Les Thraces combattaient avec agilité et déployaient des techniques qui les rendaient imprévisibles face aux autres gladiateurs. Les Samnites, autrefois inspirés des guerriers italiques, portaient un casque avec une crête, une armure de bras et un bouclier large. Leur armure rappelait celui des premiers soldats romains et jouait un rôle symbolique en évoquant les anciens ennemis de Rome. Ils étaient généralement associés aux myrmillons et avec le temps, les deux types de gladiateurs ont fini par fusionner, bien que leur esprit de combat distinctif ait subsisté. L'institution de la gladiature reposait également sur une organisation rigoureuse, avec des entraîneurs spécialisés et des écoles appelées ludi. Ces écoles appartenaient aux lanistés, des propriétaires et entraîneurs de gladiateurs, qui recrutaient, formaient et géraient leurs combattants. Ils étaient des figures ambivalentes, souvent méprisées malgré leur rôle essentiel dans la société romaine. Ces individus dirigeaient les ludi comme des entreprises et entretenaient un équilibre délicat entre la survie de leurs gladiateurs et l'exigence de spectacle que leur imposaient les jeux. Les écoles de gladiateurs étaient des centres d'entraînement rigoureux, où les recrues suivaient des régimes stricts pour développer leur endurance, leur agilité et leur technique. Ces entraînements, plus intenses encore que ceux des soldats, incluaient des exercices physiques variés et des simulations de combat. Sous la supervision des lanistés et d'entraîneurs qualifiés, appelés doctores, les gladiateurs s'exerçaient avec des armes en bois pour perfectionner leurs compétences sans risquer de blessures graves. Les lanistés adoptaient des approches variées selon les types de gladiateurs. Les rhétières, par exemple, devaient apprendre à manœuvrer leurs filets avec précision, tandis que les myrmillons s'entraînaient à bloquer et attaquer en utilisant leurs boucliers massifs. Les doctores de chaque école étaient souvent d'anciens gladiateurs eux-mêmes, ayant survécu à de nombreux combats et possédant une expertise irremplaçable. Ils enseignaient aux nouvelles recrues des techniques de combat adaptées à chaque style, en veillant à ce que chaque gladiateur développe une méthode et un style cohérents en lien avec leur type. Ainsi, la vie des gladiateurs se déroulait dans un monde fermé et intensément hiérarchisé, où la discipline et l'endurance étaient imposées comme des vertus absolues. Si l'entraînement et les conditions de vie dans les ludi étaient éprouvants, les gladiateurs devaient, une fois dans l'arène, mettre en pratique toutes les techniques apprises pour capter l'attention du public et satisfaire les exigences du spectacle. La vie quotidienne des gladiateurs romains était marquée par une discipline stricte, un entraînement intense et un mode de vie bien encadré dans les écoles de gladiature, appelées ludi. Souvent perçus comme des combattants brutaux, les gladiateurs vivaient en réalité une existence complexe, rythmée par des entraînements physiques rigoureux, des rapports de camaraderie et de rivalité, et des soins médicaux attentifs qui visaient à maximiser leur performance dans l'arène tout en préservant leur santé pour les jeux futurs. Leur vie, bien que difficile et contrôlée, était organisée selon des règles spécifiques qui faisaient d'eux bien plus que de simples instruments de spectacle. Dès leur entrée dans le monde de la gladiature, les gladiateurs étaient soumis à un entraînement quotidien intensif, visant à développer leur force physique, leur agilité et leur endurance. Ces exercices physiques étaient variés et adaptés au style de combat de chaque type de gladiateur. Par exemple, un rhétière devait travailler sur la précision et la rapidité de ses mouvements pour lancer et récupérer son filet, tandis qu'un myrmillon, équipé d'une armure lourde et d'un bouclier imposant, était entraîné à supporter le poids de son équipement tout en développant une puissance de frappe redoutable. Les journées d'entraînement comprenaient des courses, des levées de poids, des combats simulés et des techniques de défense destinées à rendre chaque gladiateur aussi compétent et résistant que possible. En plus de l'entraînement physique, les gladiateurs pratiquaient avec des armes en bois pour réduire le risque de blessure durant leur apprentissage. Ces exercices leur permettaient de perfectionner leurs compétences tout en minimisant les dangers avant le combat réel. Ces entraînements intenses étaient supervisés par les lanistés, les propriétaires et entraîneurs de gladiateurs, qui imposaient une discipline sévère. Ils étaient parfois d'anciens gladiateurs eux-mêmes, exigeaient obéissance et rigueur, sachant que la vie de leurs combattants dépendait de leur aptitude à survivre dans l'arène. La discipline était stricte. Un gladiateur indiscipliné risquait des punitions sévères et les manquements aux règles n'étaient pas tolérés. En même temps, les lanistés savaient que la discipline devait être équilibrée, car les gladiateurs bien entraînés, mais aussi mentalement motivés, avaient plus de chances de remporter des victoires et d'attirer les faveurs du public. Pour les lanistés, chaque gladiateur représentait
un investissement important et la rudesse de la discipline servaient autant à maximiser les chances de succès des combattants qu'à les maintenir dans une condition physique et mentale optimale. Les conditions de vie dans les loudis variaient selon que les gladiateurs étaient esclaves, condamnés ou volontaires. Les gladiateurs esclaves étaient logés dans des dortoirs collectifs au sein des loudis où l'intimité et le confort étaient quasiment inexistants. Ils vivaient dans des conditions souvent précaires, avec un strict contrôle sur leurs déplacements et peu de liberté. En revanche, les gladiateurs libres ou volontaires jouissaient d'un statut légèrement supérieur. Bien qu'ils vivent aussi au sein des loudis pour s'entraîner avec les autres, ils disposaient parfois d'un logement plus confortable et pouvaient conserver une part de leurs gains, ce qui leur donnait une certaine motivation à progresser dans leur carrière. Malgré les distinctions entre esclaves et hommes libres, la vie dans les loudis favorisait la formation de relations complexes entre les gladiateurs. La camaraderie et la solidarité étaient courantes, car chaque combattant savait qu'il pourrait compter sur ses compagnons pour les moments difficiles, notamment en cas de blessure ou de besoin de soutien moral. Cette solidarité créait parfois des liens étroits, même entre gladiateurs de classes différentes. Pourtant, la rivalité restait omniprésente. La compétition, pour se démarquer aux yeux des lannistés et du public, engendrait des tensions. Chaque gladiateur cherchait à prouver sa valeur pour obtenir davantage de reconnaissance, voire sa liberté en cas de succès répété dans l'arène. La vie quotidienne des gladiateurs n'était pas uniquement dominée par l'entraînement et les combats. Ils bénéficiaient également d'une attention médicale minutieuse, car leur santé représentait un enjeu financier majeur pour les propriétaires. Les loudis employaient des médecins spécialisés qui surveillaient la condition physique des gladiateurs et intervenaient rapidement en cas de blessure. Les médecins des loudis, souvent expérimentés dans le traitement des plaies et des fractures, devaient être habiles dans l'art de soigner des blessures parfois graves, tout en permettant aux gladiateurs de se rétablir suffisamment pour reprendre l'entraînement ou participer au prochain jeu. Le suivi médical des gladiateurs incluait des massages, des applications de baume et parfois des interventions plus complexes. Les soins médicaux avaient une importance cruciale dans l'entretien de la valeur marchande des gladiateurs. Un gladiateur en bonne santé et capable de se battre plusieurs fois sans faiblir était une source de revenus précieuse pour les lannistés qui tiraient profit de chaque combat victorieux ou spectaculaire. Les combats de gladiateurs dans l'arène constituaient l'un des spectacles les plus emblématiques de la Rome antique, attirant des foules immenses et suscitant l'enthousiasme des Romains de toutes les classes sociales. Ces jeux, qui avaient lieu dans des amphithéâtres grandioses, comme le Colisée par exemple, étaient méticuleusement organisés par les magistrats et plus tard par l'empereur lui-même. Ils servaient à la fois de divertissement et d'outils de propagande, permettant aux élites de renforcer leur popularité et de démontrer leur puissance. La mise en scène des jeux, leur déroulement et les rituels entourant chaque combat témoignaient de l'importance que la société romaine accordait à la bravoure, à la force et à la discipline, mais aussi de sa relation ambivalente avec la violence et la mort. L'organisation des jeux était un processus complexe où le rôle des magistrats, et plus particulièrement de l'empereur, était crucial. À l'époque républicaine, les magistrats finançaient les jeux de leur propre poche, en signe de générosité envers le peuple et pour asseoir leur influence politique. Offrir des spectacles grandioses était un moyen pour eux de gagner les faveurs des citoyens romains et de démontrer leur engagement envers la cité. Cependant, sous l'Empire, c'est l'empereur qui prenait en main la majorité des événements importants. En sponsorisant ces jeux, il consolidait son pouvoir en captivant la population et en incarnant le rôle de bienfaiteur de Rome. De grands amphithéâtres furent construits dans tout l'Empire pour accueillir ces spectacles, et parmi eux, le Colisée, inauguré en l'an 80 sous l'empereur Titus, qui devint le lieu emblématique de la gladiature. Avec sa capacité de plus de 50 000 places, il représentait un exploit architectural et symbolisait la grandeur de l'Empire romain. Des amphithéâtres similaires furent édifiés dans de nombreuses provinces, soulignant la volonté des empereurs de diffuser les valeurs romaines et de renforcer leur autorité aux frontières de l'Empire. Le déroulement d'un combat de gladiateurs obéissait à une certaine solennité et à des rites bien définis qui renforçaient le caractère cérémoniel de l'événement. Les jeux s'ouvraient par une procession spectaculaire appelée pompa, qui mettait en valeur les gladiateurs et les présentait au public. Les combattants, vêtus de leur armure étincelante, défilaient en file devant les spectateurs et les magistrats, souvent accompagnés de musiciens et d'autres figures de spectacle. Cet instant était crucial car il permettait aux gladiateurs de se montrer et de captiver l'attention de la foule. Avant que les combats ne commencent,
Les gladiateurs prêtaient souvent un serment symbolique de combattre jusqu'à la mort, un acte qui témoignait de leur engagement envers l'arène et leur acceptation des risques. Le combat lui-même se déroulait en plusieurs phases et était encadré par un arbitre chargé de veiller au respect des règles. L'arbitre, reconnaissable à sa tenue distincte, intervenait pour s'assurer que les gladiateurs respectaient un code de conduite et empêchaient les affrontements déloyaux. Les combats étaient conçus pour offrir un spectacle captivant, mêlant puissance et technique. Les gladiateurs, chacun avec leur style propre et leur armement distinct, s'affrontaient dans des duels soigneusement équilibrés pour garantir un spectacle de qualité. Le combat alternait ainsi entre des attaques violentes et des moments de tension où chaque gladiateur évaluait les mouvements de l'autre, cherchant l'instant propice pour porter un coup décisif. Les spectateurs, avides de sensations fortes, encourageaient leurs favoris et exprimaient leur satisfaction ou bien leur mécontentement, rendant l'arène vivante et dynamique. Un moment crucial des jeux de gladiateurs était la question de la vie ou de la mort, qui captait toute l'attention de l'audience et reflétait l'ambiguïté de la culture romaine face à la mort. Lorsqu'un gladiateur était gravement blessé ou bien désarmé, le vainqueur s'immobilisait et levait les yeux vers les gradins ou l'empereur, attendant le verdict final. Cette décision de vie ou de mort, symbolisée par le pollice verso, c'est-à-dire le pouce tourné, reposait sur la volonté du public ou du maître des jeux. La décision dépendait de l'impression laissée par le gladiateur. S'il s'était battu avec bravoure et technique, il avait plus de chances de recevoir la clémence du public ou de l'empereur. En revanche, une performance jugée médiocre ou sans honneur pouvait le condamner. Le célèbre geste du pollice verso, souvent associé à un pouce tourné vers le bas pour signifier la condamnation d'un gladiateur, est en réalité un sujet de débat parmi les historiens. L'idée que le pouce vers le bas signifie la mort, popularisée par des peintres et des films modernes, est en fait une interprétation contestée. Les sources antiques ne fournissent pas d'indications claires sur la façon dont ce geste était exécuté ou interprété dans l'arène. En effet, le terme latin pollice verso signifie littéralement avec le pouce retourné ou tourné, mais ne précise pas dans quelle direction le pouce devait être orienté. L'une des rares références à ce geste provient de l'écrivain Juvénal, qui évoque le pollice verso, mais sans détailler la signification exacte du mouvement. D'autres sources antiques suggèrent que le pouce vers le haut ou sur le côté pourrait en fait avoir été le signe de la mort, tandis qu'un pouce replié dans le poing signifierait la clémence. L'image du pouce vers le bas, comme symbole de mort, a surtout été popularisée à partir du XIXe siècle, notamment avec la célèbre peinture Pollice verso de Jean-Léon Gérôme en 1872, qui montre des spectateurs romains faisant un pouce baissé pour condamner un gladiateur. Cette représentation est devenue un cliché culturel, mais il est probable qu'elle signifiait un geste bien plus complexe ou qu'elle repose sur une mauvaise interprétation historique. Quoi qu'il en soit pour les gladiateurs, ce moment représentait bien plus qu'une simple question de survie. Il déterminait également leur réputation et leur avenir. Les gladiateurs graciés, après avoir démontré leur courage, pouvaient espérer continuer leur carrière et accumuler gloire et récompense. Cette perspective les poussait à combattre avec ardeur, car chaque victoire consolidait leur notoriété et leur valeur en tant que combattants. En revanche, la mort d'un gladiateur n'était pas perçue comme un simple événement tragique, mais comme un acte sacrificiel qui exaltait la force et le destin. La société romaine considérait la mort dans l'arène comme une forme d'achèvement glorieux, un destin accepté avec bravoure, et le spectacle de cette mort constituait pour les spectateurs une sorte de confrontation à la nature éphémère de la vie et à la valeur de la force de l'âme. Les jeux de gladiateurs dans leur ensemble étaient bien plus qu'un simple divertissement. Ils servaient de catharsis collective pour le public romain, qui voyait dans le combat des gladiateurs une mise en scène des valeurs qui sous-tendaient la société romaine, le courage, la force, la discipline et le respect du destin. Ces combats offraient une forme de théâtralité violente qui fascinait et mobilisait les foules, créant une communion autour de la bravoure et de la survie. La participation du public dans les décisions de vie ou de mort contribuait à renforcer cette relation, faisant des jeux un miroir des tensions entre vie et mort, pouvoir et fragilité humaine. Les gladiateurs occupaient une place unique dans la société romaine, incarnant à la fois la brutalité et la grandeur d'une culture qui célébrait la force, le courage et le dépassement de soi. Dans les arènes, ces hommes, souvent issus des classes les plus modestes, captivaient les foules par leur maîtrise du combat et leur acceptation stoïque du danger, voire de la mort. Cette fascination populaire
leur conférait une stature sociale complexe, oscillant entre la marginalisation, due à leur statut de combattants souvent esclaves ou criminels, et une forme de célébrité qui les rendait admirés et parfois même enviés de l'aristocratie. Les Romains voyaient en eux des héros d'arène, des figures symbolisant des valeurs telles que la virtus, cette forme de courage militaire que Rome exaltait depuis sa fondation. La popularité des gladiateurs était immense et certains d'entre eux atteignaient une renommée quasi mythique. Les noms de gladiateurs célèbres étaient scandés par les foules qui suivaient leur carrière avec un intérêt passionné. Les gladiateurs victorieux, même issus des classes asservies, pouvaient obtenir des récompenses, des faveurs et même dans certains cas leur liberté. Certains gladiateurs libres, appelés octorati, choisissaient volontairement cette carrière dangereuse pour gagner gloire et richesse, témoignant de la puissance de l'attraction exercée par l'arène. Les meilleurs gladiateurs recevaient des honneurs, des couronnes de palmes et pouvaient accumuler une forme de richesse. Paradoxalement, même en étant objets de violence, ils devenaient des exemples d'endurance et de bravoure, admirés par des citoyens de tout horizon. Un aspect remarquable de cette popularité était l'admiration que les gladiateurs suscitaient parmi les femmes romaines, un phénomène qui semble avoir étonné, voire choqué, certaines élites romaines. Les sources antiques témoignent de la fascination, parfois teintée de désir, que les gladiateurs exerçaient sur les femmes, même issues des familles patriciennes. Certains textes, comme les satires de Juvénal, critiquent cette admiration féminine pour les gladiateurs, perçus pourtant comme des hommes de basse condition, voire socialement indignes. Cette passion féminine envers les gladiateurs devint un thème récurrent dans la littérature satirique, révélant la tension entre la séduction exercée par ces figures viriles et l'ordre social que Rome voulait préserver. L'image des gladiateurs transcende les limites de l'arène pour s'inscrire profondément dans l'art et la culture romaine. Les mosaïques, peintures et sculptures illustrant les combats de gladiateurs étaient répandues dans tout l'Empire romain, décorant aussi bien les demeures des riches citoyens que les bâtiments publics. Ces représentations visuelles étaient souvent détaillées et réalistes, témoignant d'une fascination pour la brutalité du combat et pour les gestes techniques propres à chaque type de gladiateur. Certains poètes, comme Martial, célébraient les gladiateurs dans leurs œuvres, décrivant avec précision leur action dans l'arène et exaltant leur bravoure. Dans les œuvres littéraires, les gladiateurs étaient présentés comme des figures héroïques ou sacrificielles, incarnant des valeurs de courage et de détermination qui faisaient écho à l'idéal martial romain. Ils devenaient ainsi des symboles dans les récits, oscillant entre l'image de victimes d'un système oppressif et celle de héros tragiques. Des héros ont marqué ainsi l'histoire de Rome par leurs exploits dans l'arène, et leur nom est parvenu jusqu'à nous à travers des inscriptions, des récits historiques ou bien des légendes populaires. Parmi eux se trouvent des figures emblématiques tels que Spartacus, le plus célèbre de tous, un gladiateur thrace qui est devenu l'un des symboles les plus puissants de la lutte pour la liberté contre l'oppression. Vers 73 avant Jésus-Christ, après avoir été capturé et forcé de devenir gladiateur à Capoue, il mena une révolte spectaculaire avec un groupe de gladiateurs et d'esclaves. Cette rébellion, connue sous le nom de révolte des esclaves, attira rapidement des milliers de partisans, dont de nombreux esclaves et paysans en fuite. Spartacus et ses hommes infligèrent plusieurs défaites aux armées romaines, menaçant sérieusement Rome. Toutefois, après plusieurs années de lutte, l'armée de Spartacus fut finalement écrasée par Crassus et Spartacus lui-même mourut au combat. Malgré sa défaite, sa révolte a marqué l'histoire et s'est émuée de nos jours en un puissant symbole de résistance contre la tyrannie. Cependant, il y a aussi d'autres gladiateurs qui ont connu la célébrité, non pas du fait de révolte, mais grâce à des combats impressionnants, à des victoires multiples et à leur statut de véritable star de l'arène. L'un de ces gladiateurs fameux fut Poricina Louvenus, un combattant réputé pour sa ténacité et ses compétences exceptionnelles dans l'arène. Il est connu pour avoir combattu à 5 reprises et remporté chaque affrontement. Bien qu'il n'ait pas acquis une renommée comparable à celle de Spartacus, Poricina a suscité l'admiration du public romain qui se passionnait pour la puissance et la bravoure de ses combattants favoris. Ce gladiateur est un exemple de ces hommes qui, grâce à leur habileté et leur résistance, se sont élevés au-delà de leur statut de simples esclaves ou criminels pour devenir des célébrités locales adorées par les foules. Un autre gladiateur célèbre fut Glaucus de Modène, qui avec ses 7 combats remportés est considéré comme l'un des plus grands combattants de son époque. Sa réputation grandit au fur et à mesure qu'il enchaînait les victoires et il est devenu une figure légendaire dans les arènes de Modène et au-delà. Glaucus, à l'instar de Poricina, a choisi de continuer à se battre malgré les récompenses de la liberté qui lui étaient offertes après chaque victoire. Ce choix n'était pas rare parmi les gladiateurs de l'époque, certains préférant l'adrénaline du combat et la gloire obtenue dans l'arène à la liberté.
une liberté souvent synonyme d'une existence plus incertaine et moins lucrative. Parmi les autres gladiateurs notables de la Rome antique, on peut mentionner Crixus, un combattant d'origine gauloise qui combattit aux côtés de Spartacus lors de la révolte des esclaves. Bien que sa renommée soit liée à cette rébellion, Crixus était lui-même un gladiateur de grande valeur, ayant remporté de nombreux combats avant de prendre la tête d'une armée d'esclaves révoltés. Son courage et ses compétences de combattant étaient légendaires et sa perte dans les combats fut un moment décisif dans la guerre des esclaves contre Rome. Un autre gladiateur célèbre, Flamma, fut un combattant d'exception ayant remporté pas moins de 21 combats dans l'arène. Flamma était connu pour son habileté et son endurance, mais aussi pour sa discipline et son respect des règles des combats. Bien qu'il fût souvent approché par des autorités romaines désireuses de le libérer, il choisit, tout comme certains de ses pairs, de rester gladiateur, attiré par la gloire et les récompenses qu'il recevait après chaque victoire. Flamma était une star dans l'arène et sa popularité ne cessait de croître à chaque combat qu'il remportait. À signaler que les jeux de gladiateurs revêtaient également une dimension politique et sociale fondamentale pour l'Empire romain, servant d'outil de contrôle et de manipulation des foules. Les empereurs, conscients de la popularité des combats, se servaient des jeux pour maintenir la paix sociale et renforcer leur autorité. La phrase panem et circenses, du pain et des jeux, exprimait bien cette stratégie de détournement de l'attention publique. En offrant régulièrement des spectacles violents et grandioses, les dirigeants romains assuraient la satisfaction de la population et évitaient que cette dernière ne se tourne vers les problèmes politiques ou économiques de la cité. Les jeux étaient alors un moyen d'apaiser les tensions, de distraire les citoyens de leurs frustrations quotidiennes et de renforcer l'adhésion au pouvoir impérial. Les gladiateurs, en incarnant la violence ritualisée, participaient aussi à la consolidation de l'ordre social. Dans l'arène, la violence était codifiée, encadrée et régulée, offrant aux spectateurs une forme de catharsis collective. Ces combats permettaient aux Romains de canaliser leurs pulsions violentes dans un cadre contrôlé sous l'autorité de l'État. La brutalité encadrée et mise en scène renforçait l'idée que Rome était un empire de force et de discipline, capable de dominer et d'organiser la violence. Ainsi, les gladiateurs et les jeux remplissaient une fonction de renforcement de la cohésion sociale, où l'horreur de la mort était acceptée et même exaltée comme un symbole de puissance. L'importance culturelle des gladiateurs se retrouvait dans la symbolique de la mort elle-même qui fascinait les Romains. La possibilité constante de la mort dans l'arène donnait aux gladiateurs une aura tragique, rappelant aux spectateurs l'impermanence de la vie et la proximité de la mort, des concepts profondément ancrés dans la mentalité romaine. Les gladiateurs devenaient ainsi des figures memento mori, incarnant l'idée que la mort est inévitable, mais qu'elle peut être affrontée avec honneur. Les spectateurs confrontés à ces représentations de bravoure face à la mort étaient invités à réfléchir sur leur propre mortalité, ce qui renforçait les valeurs d'endurance et de courage chères aux Romains. Le déclin de la gladiature, cette institution emblématique de la Rome antique, fut un processus complexe influencé par une série de facteurs économiques, politiques, sociaux et religieux. Bien que les jeux de gladiateurs aient joué un rôle central dans la société romaine pendant plusieurs siècles, leur déclin progressif au cours des derniers siècles de l'Empire romain résulte de changements profonds dans la structure même de l'Empire et de l'évolution des valeurs sociales et religieuses. L'un des principaux facteurs ayant contribué au déclin des combats de gladiateurs fut la pression économique. Les jeux de gladiateurs, en particulier les grandes séries organisées par les empereurs, représentaient un coût énorme, tant pour les finances publiques que privées. À mesure que l'Empire se fragilisait économiquement, ces jeux devenaient de plus en plus difficiles à financer. Les ressources nécessaires pour organiser ces événements, incluant le salaire des gladiateurs, la construction et l'entretien des amphithéâtres et les coûts associés à la logistique étaient devenus une lourde charge pour les autorités romaines. De plus, l'Empire faisait face à une inflation galopante, des crises économiques récurrentes et des conflits internes, ce qui rendait difficile la gestion d'une telle dépense publique. À partir du IIIe siècle de notre ère, les empereurs commencèrent à revoir leurs priorités économiques et les jeux, autrefois symboles de grandeur, furent perçus comme un luxe démesuré. L'attention de l'Empire se détourna alors de ces spectacles coûteux pour se concentrer davantage sur des réformes fiscales et militaires visant à préserver l'Empire des menaces extérieures et internes. Simultanément, les valeurs morales des élites romaines commencèrent à changer, influencées par les mutations sociales et politiques de l'époque. Le rôle des empereurs
dans l'organisation des Jeux devint moins centrale à mesure que le pouvoir impérial se fragilisait, et la classe dirigeante romaine, notamment sous les empereurs chrétiens, se montra de plus en plus réticente à soutenir ces spectacles violents. La montée du christianisme au sein de l'Empire romain joua un rôle majeur dans la remise en question des jeux de gladiateurs. Les dirigeants chrétiens et les penseurs philosophiques de l'époque, tels que saint Augustin, critiquaient ouvertement la brutalité des jeux et les considéraient comme un affront aux valeurs chrétiennes de miséricorde et de compassion. Le christianisme prônait une vision du monde fondée sur l'amour du prochain, ce qui rendait la violence gratuite des combats de gladiateurs de plus en plus inacceptable. Au IVe siècle, sous l'empereur Constantin Ier, des réformes sociales et religieuses commencèrent à interdire les combats de gladiateurs, et à partir de la fin du Ve siècle, les jeux furent progressivement supprimés, culminant avec l'interdiction formelle en 404 sous l'empereur Honorius, après l'incident tragique de la mort du chrétien Télémachus, qui s'opposa courageusement à la violence dans l'arène. L'abolition des jeux de gladiateurs marqua la fin d'une époque, mais l'héritage de la gladiature persista dans la mémoire collective et la culture de l'Empire romain. Même après la disparition officielle des combats, l'image du gladiateur demeura un symbole puissant, représentant la lutte, la bravoure et paradoxalement la soumission à un système brutal. La figure du gladiateur devint une métaphore de la résistance face à l'oppression et du courage face à l'injustice, incarnant à la fois la victimisation et la dignité humaine. À travers les siècles, cette image a traversé les époques et les cultures, trouvant un écho dans la littérature, les arts et la culture populaire. Dans les siècles qui suivirent, le gladiateur se transforma en un symbole de courage et de résistance. Au Moyen-Âge, la violence de l'arène romaine disparut, mais les récits et les images des gladiateurs demeurèrent présents dans les mythes, les poèmes et les fresques, inspirant des idées de héros tragiques. Ce n'est qu'au XIXe et XXe siècle, avec l'avènement du cinéma et la fascination pour l'Antiquité, que les gladiateurs retrouvèrent leur place sur le grand écran, notamment dans des films comme Ben-Hur ou Gladiator, qui ont popularisé l'image du combattant dans l'arène, héroïque et sacrificielle. Ces représentations modernes ont transformé le gladiateur en une figure mythologique, un personnage complexe, à la fois victime et héros, dont le combat pour la survie captive encore les imaginaires. Aujourd'hui, l'héritage des gladiateurs perdure dans la culture populaire, notamment à travers le cinéma, les séries télévisées et les jeux vidéo. Des films emblématiques comme Gladiator de Ridley Scott ont redéfini l'image du gladiateur en insistant sur ses valeurs de courage, de résistance et de quête de liberté. Le cinéma a alimenté une fascination pour cette époque antique, mais aussi pour l'idée même de la violence de masse organisée à des fins politiques et sociales. Les jeux vidéo de leur côté ont permis aux spectateurs de vivre l'expérience de l'arène de façon interactive, mettant les joueurs dans la peau de gladiateurs ou de spectateurs, revisitant ainsi les anciens combats sous un angle moderne et ludique. Cette fascination contemporaine s'accompagne souvent d'une réflexion sur la brutalité inhérente à ces combats et sur la manière dont les sociétés humaines ont toujours eu tendance à se divertir par des formes extrêmes de violence. En parallèle, cette réminiscence des combats de gladiateurs nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la violence dans la société actuelle. L'attrait pour ces spectacles, qu'il s'agisse de divertissements sportifs de masse ou de jeux vidéo violents, révèle un besoin humain de confronter, par le biais de la fiction ou du spectacle, des questions fondamentales liées à la souffrance, à la mort et à l'honneur. Le lien entre les combats de gladiateurs et d'autres formes de divertissement de masse, comme les sports de combat modernes, pose la question de la limite entre le spectacle et l'éthique, interrogeant ainsi notre propre société sur la manière dont elle gère la violence et le divertissement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans l'univers fascinant des gladiateurs et leur impact sur l'histoire de Rome. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin et aider à faire grandir cette chaîne, vous pouvez contribuer via Tipeee ou en utilisant le bouton merci sous la vidéo. Avant de vous quitter, voici une petite anecdote. Saviez-vous que le gladiateur ayant remporté le plus grand nombre de victoires dans l'arène était un combattant nommé Flamma? Ce gladiateur syrien, actif au IIe siècle de notre ère, aurait remporté 21 combats, selon les inscriptions de son époque. On lui a offert sa liberté à plusieurs reprises, mais il a choisi de continuer à combattre, préférant la gloire et les récompenses des jeux à la liberté. Il meurt à 30 ans, à une période où beaucoup de gladiateurs mouraient bien avant cet âge, mais sa popularité fut telle qu'il est devenu une véritable légende de l'arène romaine, admiré par les foules pour sa bravoure et ses compétences. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.